Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Droit et Justice. Et Droit et Justice, sur ce numéro, le numéro présent s'inscrit donc dans la suite, disons, de l'immersion qu'on avait faite au cours du premier, l'immersion dans la notion des droits humains, avec notre invité du jour. Il s'agit toujours de Ralmed Ganaho. Ralmed Ganaho, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc expert juriste en gouvernance, spécialiste en droits humains. C'est vous qui nous aidez donc à mieux scruter les contours de la notion des droits humains. Je rappelle, vous avez donc insisté par le passé un peu sur, disons, les souches, en évoquant notamment l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies. C'était donc le 10 décembre 1948. Voilà, les droits humains aussi. L'Afrique, j'allais dire, aussi consacré, Ralmed Ganaho, disons, certains thèses sans doute, aux droits humains. Et donc on va s'intéresser cette fois-ci un peu à la perception, notamment aussi à la réception des droits humains, notamment en Afrique. Et la question que je vous pose, est-ce qu'en Afrique, à la fois les dirigeants et puis les citoyens reçoivent, ou j'allais dire aussi, ou quelle est un peu la perception qu'on a des droits humains sur le continent africain? Merci Landry. Je crois qu'au-delà même de la réception au niveau Afrique, nous avons célébré. Nous avons célébré et même innové. Après 1948, vous voulez dire? Mais oui. Depuis l'adoption de la Charte africaine des peuples et tous les instruments connaissent au niveau régional, vous constatez clairement que l'Afrique est même allée au-delà des consécrations universelles. L'Afrique, sur des questions, par exemple, catégorielles, le droit des enfants, le droit de la femme, et droit à la participation au processus politique. Et l'Afrique a développé au niveau régional. Il y a eu des instruments. Il y a une volonté politique au niveau régional très affirmée à construire un continent qui rythme, disons, par rapport aux droits humains. Et la CEDEAO, comme un sous-espace aussi de la région Afrique, a suffisamment aussi, c'est-à-dire joué son rôle par rapport à la consécration et à une certaine convergence de normes constitutionnelles en matière de droits humains. Donc, en matière de réception, le continent africain a vraiment été une très bonne et a fait école et a développé même des mécanismes. Et voyez-vous le fonctionnement de notre commission africaine et de la Cour africaine et sont autant de choses qui disons, nous amène à dire que le continent africain, non seulement a reçu, mais a innové. Maintenant, la perception dont vous parlez revient à la question que je mentionnais tantôt lorsqu'on traitait de l'immersion. Et la perception dépend beaucoup plus aussi de la prédisposition en fait, des citoyens africains dans chacun de nos États. Avant que vous ne développez peut-être, disons, ce pan du sujet. Alors, vous avez dit tout à l'heure l'Afrique au-delà de 1948 a donc célébré aussi les droits humains. Est-ce que d'abord, je voulais demander, est-ce que c'est beaucoup plus perceptible au niveau, je ne sais pas dans quelle région de l'Afrique, ou bien est-ce que c'est l'Afrique tout entière? Et puis, deuxième pan, est-ce que ça n'a pas été un peu sous le fait de la contrainte? On sait un peu bien, Ralmed Ganaho, la ratification des thèses. On le sait souvent dans les pays africains, souvent de la contrainte. Et ça n'est pas souvent le cas au niveau des autres pays. Votre réponse? Non, mais c'est ce que je dis. Lorsque vous prenez les États africains séparément, et chaque État, d'une certaine manière, a, disons, célébré et a adhéré plutôt aux instruments des Nations Unies, que ce soit le pacte pour les droits civils et politiques, le pacte pour l'économie socio-culturelle et les autres conventions connaissent. Les États africains, dans leur majorité écrasante, disons, tous les États africains ont adhéré pratiquement à tous ces instruments et onusiens. Et donc là, la question de la réception, telle que vous voulez l'aborder, sur, disons, les contraintes, les intérêts des États, dans les relations multilatérales, bilatérales, tout ça, ainsi de suite, c'est un argument généralement que les gens avancent. Mais ce dont nous parlons ici, par rapport au continent africain, comme ça, il est au-delà de la réception par chaque État africain et donc au niveau Afrique, mais il y a eu de l'innovation. C'est-à-dire, c'est à travers la charte, c'est à travers les africaines, les droits de l'homme et des peuples. C'est à travers les autres instruments qu'on connaissent de la charte africaine. Par exemple, la charte pour les élections, la bonne gouvernance. C'est à travers la charte, le protocole de Maputo, par rapport à la promotion de la femme. C'est à travers la charte pour le bien-être de l'enfant. Ainsi de suite. Et dedans, vous avez des éléments de consécration qui vont au-delà de ce à quoi les États africains séparément ont adhéré au niveau onusien.
C'est-à-dire, lorsque les États africains se mettent ensemble et estiment carrément, dans l'article 9 de Maputo, qu'il faille plutôt mettre l'accent sur la parité, plutôt que les mesures transitoires et consorts prévues à l'article 4 au niveau onusien, c'est assez célébré. Lorsque vous rentrez dans l'article 13 de la Charte pour le bien de l'enfant, vous avez des dispositions qui démarquent clairement les différentes dimensions de l'éducation qui sont nécessaires à l'enfant pour le savoir-être, le savoir-agir, le savoir-faire, les différentes formes, les différentes composantes, disons, de l'éducation. On est allé au-delà de la consécration, c'est-à-dire universelle. Et quand vous voyez l'Afrique en train d'innover, quand vous voyez l'Afrique en train de célébrer, il faut le dire. Il ne faut pas le dire en la rabaissant. C'est-à-dire, cette Afrique, c'est le leader que nous avons eu. Et jusqu'en 2010, parce que j'ai fait une démarcation entre 90 et 2010, nous avons pu dire que c'est la période vraiment de grande moisson pour nous en droit de l'homme, où nous avons eu une volonté politique au niveau régional très affirmée à travers l'adoption d'instruments, la mise en place de mécanismes qui vraiment ont concouru, et nous l'espérons, et concourent jusque-là, c'est-à-dire au renforcement de nos États en matière de droits de l'homme. Mais en 2010 et 2020, nous avons aussi successivement assisté à une déconstruction de ce que la volonté... Il y a une volonté, il y a une expression politique au niveau régional qu'on ne voudra pas appeler volonté, mais qui se démarque clairement de la volonté politique affichée par d'autres dirigeants entre 90 et 2020. Je fais la démarcation parce que si vous voyez nos instruments conventionnels, si vous voyez le fonctionnement des mécanismes au niveau régional, dans la période 90 et 2010, et quelques jours après, vous sentez en fait une implication positive de l'acteur politique. Parce que je dois vous dire, les droits de l'homme, depuis 45 ans, tantôt on parlait tout à l'heure de la DUDH, les droits de l'homme tirent leur source de la volonté politique. C'est la volonté politique dans un État, dans une communauté régionale, sous-régionale, au niveau unusien. C'est les droits de l'homme qui construisent, c'est la volonté politique qui construit les droits de l'homme. On va détacher les droits de l'homme de la volonté politique. Parlant de perception au niveau Afrique, pour finir, c'est que les États, les citoyens africains, on peut dire qu'ils ont été suffisamment... On peut dire que la faible volonté politique observée et cette dernière décennie a fini par créer, en fait, dans la conscience populaire, une sorte de méconnaissance des droits humains. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une jeunesse dans nos États qui a envie, qui est prête même, c'est-à-dire à aliéner de ses droits, alors même que par définition, en tant qu'humain, chaque jeune de cette jeunesse-là, en tant qu'humain, devrait être, c'est-à-dire en mesure de revendiquer ce qu'il est. Je posais la question, est-ce que nous avons de nouveaux types de dirigeants de 2010 à cette fois-ci, ou bien c'est une volonté carrément, disons, de se détacher de ces droits humains, Ralmed Ganaro? C'est pas une prise, c'est pas... Encore une fois, je vous dis, lorsque vous prenez les droits humains, heureusement, malheureusement, tirent leur source de la volonté politique, de façon partout dans au niveau planétaire, au niveau régional, ou bien dans un pays, ou au niveau sous-régional, c'est une démarche. Après, ne détachez pas en fait le fonctionnement géopolitique du fonctionnement géoéconomique. Ces 10 dernières années, vous avez une émergence de nouveaux acteurs, pas forcément de culture politique, mais de nouveaux acteurs politiques venus du milieu des affaires. Que ce soit sur le continent africain, que ce soit sur le continent européen, que ce soit sur le continent américain, vous avez un nouveau modèle de gouvernance politique qui n'a pas d'inspiration idéologique. Si en 1966, il y avait vraiment une guerre idéologique qui a amené en pleine guerre froide à l'adoption des deux pactes, pacte pour les droits civils et politiques, pacte pour la développement économique et culturel, et les Nations Unies dans une assimilation universelle, c'est-à-dire on peut définir vraiment des instruments et des mécanismes pour suivre toute cette volonté politique au niveau planétaire, mais traduit souvent des idéologies comme ça. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. Les idées ont disparu. C'est le capital qui régente, le capital spéculatif,
qui régente en fait le fonctionnement de nos États et de notre continent, pour finir. Pour dire en fait que nous sommes, les droits humains aujourd'hui sont en proie, c'est-à-dire à une remise en cause tacite du fait de l'establishment politique dans nos États et sur le continent africain. Il y a souvent aussi une raison qui est avancée, on dit nous sommes souverains, on a la question de développement, la question de sécurité. Est-ce que devant ces principes ou ces aspects, Ahmed Gana, on peut renoncer ou penser peut-être à violer les droits humains? Non, je pense que c'est une, parfois, c'est pas méconnaissance ou pas une culture du droit international, du droit de l'homme. Encore une fois, et quand c'est comme ça, si des États peut-être dans cette convergence convenue à l'article 39 depuis 2001, ils pensent peut-être qu'il leur faut se repositionner au regard peut-être de nouvelles valeurs ou bien de nouvelles perceptions de leurs citoyens à l'intérieur de leur pays. Encore une fois, ce n'est pas une décision de justice, mais ce n'est pas une décision d'une institution du pays qui en traite. C'est beaucoup plus, encore une fois, un débat politique au niveau communautaire qui amène peut-être à un ajustement, à un amendement ou à une relecture de l'instrument conventionnel au niveau national, ou peut-être au niveau communautaire, ou peut-être une remise en cause de ce qu'ils avaient convenu. Mais, pour finir, même cette remise en cause, et avant même que la volonté politique ne soit remise en cause au communautaire, sous l'inspiration d'un État qui voudrait affirmer sa souveraineté sur des aspects donnés, ou bien qui voudrait revoir sa signature, il faut encore même, comme ça se fait, vous voyez sur le continent européen, où les États font des référendums dans leur pays pour vérifier en fait si les peuples vraiment ne sont plus en phase avec ces principes portés au niveau communautaire. Donc ce n'est même pas du fait ou de la volonté de gouvernants et d'un mandat donné c'est-à-dire de remettre en cause la foi de tout un peuple en tel principe de développement humain durable. C'est-à-dire, il y a assez de quiproquos sur cette question sur lesquelles il conviendrait vraiment à travers deux occasions. Merci à vous, Ahmed Gana, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc juriste, expert en gouvernance et spécialiste en droit de l'homme. Vous nous aidez un peu à ce côté, la réception, notamment aussi la perception des droits humains dans les États africains. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de votre attention. Au revoir.